Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je reprends les podcasts après une longue pause et bien les sujets que je vais aborder à partir de maintenant seront peut-être un petit peu différents ou pas. On verra. De toute façon, ce sera aussi en fonction de ce qui me passera par la tête. Donc aujourd'hui, je voulais parler des 9 formes d'empathie que l'on peut aborder en termes de design humain. Je voulais aborder ce sujet parce que c'est quelque chose dont je parle forcément quand je fais mes analyses, quand je suis en appel avec mes clients. Et je trouve que parfois, c'est un sujet qui est pas forcément vraiment abordé, qui est pas forcément explicité. Et pourtant, je trouve que c'est particulièrement important, éclairant sur nos ressentis et notre fonctionnement en termes de design humain et même dans notre vie de tous les jours, parce que là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter assez facilement au quotidien. Donc le design humain, outre tout ce qui nous amène principalement sur notre fonctionnement, alors on reste assez focus la plupart du temps sur type autorité stratégie et à juste titre parce que ça reste quand même une des choses les plus importantes et les plus fondamentales en fait, on va dire, et que ça demande du temps avant d'implémenter vraiment, complètement ce genre de choses-là. Et même après des années, je pense qu'on n'est jamais vraiment complètement scalé sur notre design. Mais le design humain, il nous sert aussi, du moins c'est comme ça que personnellement je l'ai beaucoup utilisé aussi les premières années, à mettre du discernement sur nos ressentis. Parce que ce que je constate aussi, ce qui peut créer pas mal d'insécurité intérieure, et là pour le coup on est énormément à être touché, sans que des fois on arrive même à poser des mots dessus, mais ce qui crée cette forme d'insécurité, c'est principalement de ne pas comprendre nos réactions et donc de les anticiper et de les diaboliser parfois. Alors que si on comprend mieux l'origine, le fonctionnement, on peut mieux anticiper et du temps qu'on sait mieux s'auto-anticiper, eh bien la sécurité, elle revient parce qu'on est prévenu. Un homme averti en vaut deux, hein, classiquement, ça c'est un adage que tout le monde connaît. Et je trouve que aborder ce sujet-là est quand même important et je voulais vraiment en parler aujourd'hui. Donc, c'est à ça que nous sert le design humain, clarifier nos ressentis intérieurs. Et cette clarification amène le détachement, la contemplation de ce qu'il se passe à l'intérieur de soi et ou en interaction avec l'autre, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse aussi, déjà envers soi, mais surtout en fait envers l'autre. Ça amène aussi le discernement et donc le déconditionnement, parce que plus on est dans cet état de discernement, cette clarté, cette finesse par rapport à ce qu'on ressent et comment on le ressent et comment s'en détacher plus rapidement, eh bien, on entre forcément dans le déconditionnement. Même si c'est, même s'il n'y a pas vraiment d'action concrète mise en place, au final, c'est l'identification et le détachement qui permet ça. Alors, pourquoi c'est un sujet que je voulais aborder aussi? Parce que, il y a quelques années, je crois que c'était peut-être en 2017, je sais plus, quand j'ai entendu pour les premières fois, on va dire, parler d'empathie. En fait, je l'avais déjà entendu dans le langage courant, sur les réseaux, tout ce qu'on veut. Et pour moi, ça n'avait pas trop de sens parce que ça n'était pas clair du tout. Donc j'ai quand même demandé à notre ami ChatGPT, parce que ChatGPT nous répond souvent un peu mieux maintenant que certains sites ou des barres de recherche, une définition de l'empathie. On s'entend, ça n'est pas poussé, c'est juste en surface, mais c'est pour vous montrer à partir de quoi je parle, à partir de quoi je suis partie littéralement il y a quelques années, et pourquoi j'ai pas accroché, vous allez comprendre pourquoi. Définition de l'empathie. L'empathie est la capacité à comprendre et à ressentir les émotions, les pensées ou les expériences d'une autre personne tout en les distinguant de ses propres sentiments. Elle permet de se mettre à la place de l'autre pour percevoir ce qu'il ou elle vit, sans nécessairement juger ou approuver ses actions. Alors, encore une fois, on est sur de la vulgarisation, d'accord? Il y aura peut-être des personnes complètement spécialisées dans ce domaine-là qui vont écouter ce podcast. C'est juste pour partir d'un point de départ. Évidemment qu'il y a énormément de nuances et des termes beaucoup plus précis que celui-là. Mais personnellement, c'est celui-là avec lequel je suis partie il y a quelques années où un jour on m'a dit: «Ah mais toi t'es empathe?» Et un peu bêtement j'ai dit: «Oui je crois». «Ah mais parce que tu captes, les énergies des autres». Oui, en fait oui, parce que c'était déjà le cas et ça je le savais.
Mais capter les énergies des autres ou capter les énergies ambiantes, comprendre et ressentir les émotions, c'est un peu flou en fait. Pour moi, c'était un peu flou. Donc oui, je me suis identifiée, on va dire, à ce terme, mais je crois que c'était ma ligne 1 qui poussait un peu derrière pour avoir un peu plus de précision et parce que je trouve que ça mérite un peu plus de précision. Pour moi, littéralement, ce terme-là, il est un petit peu fourre-tout et je trouve qu'il est assez difficile de savoir à quoi il rime ou à quelle énergie finalement on a affaire. Alors parce que dans certains milieux, on parle «je capte les énergies des autres». Oui, bon, ça aussi, pour moi, ça ne veut strictement rien dire. Du moins, oui, ça permet d'introduire, mais j'aime bien aller pousser la spécification et la précision sur certains points un peu plus loin que ça. Parce qu'au final, aussi, quand on est de soi à soi, moi je trouve hein, factuellement, quand on se dit à soi, oui, j'ai capté les énergies de un tel, mais t'as capté quoi en fait? Le stress, le mental, l'anxiété, les émotions, les peurs, l'énergie, l'identité. Tu vois, il y a tellement de nuances. Alors, dans un souci de, comment dire, de sectorisation, dans un mental un petit peu actif ici, personnellement, je trouve que c'est important d'arriver à comprendre l'origine de la manière, entre guillemets, la plus fine qui soit. Après, il y aura toujours des inconnus, hein, on est bien d'accord. Et c'est pour moi ça aussi l'apport du design humain, c'est avoir un visu plus clair sur les différentes formes d'empathie qui sont possibles pour établir des repères. Établir encore une fois des repères. C'est parce que du temps qu'on comprend nos zones d'empathie, on aura forcément, sauf bah, du coup les réflecteurs, on aura forcément des zones d'émission d'énergie parce que tout ceci est lié au centre. D'accord? On va aller parler des centres, donc du coup ici. Tout le monde, sauf les réflecteurs, ont à minima 2 centres de définis. Si on comprend et on arrive à anticiper nos zones d'empathie, on va savoir aussi se dire quand on est vraiment soi et quand on est plutôt dans les énergies des autres. Et ça aussi, dans la régulation de son système nerveux, c'est fondamental pour moi. Parce que si on sait identifier ce qui ne nous appartient pas, on va être encore plus en mesure de savoir identifier ce qui nous appartient. Ce qui nous appartient, c'est notre allure de croisière, entre guillemets, tout ce qui est fixe, constant et stable à l'intérieur de nous. Et ce qui ne nous appartient pas, et c'est le principe des centres non définis, c'est un constant non fixe à l'intérieur de nous. C'est fluctuant. Dans le jargon, entre guillemets, on ne peut pas vraiment s'appuyer sur ça. Entre guillemets, encore une fois, il y a la théorie et la pratique, ok? Mettez du discernement sur ce que je dis de temps en temps. Donc, il faut aussi, alors je précise aussi que les formes d'empathie, ces 9 formes d'empathie, ça n'est pas le terme qu'on utilise en termes de design humain, ok? C'est pas abordé dans ces termes, donc vous trouverez pas ou rarement, sauf pour les personnes qui font un peu le pont comme ce que je suis en train de faire, le terme zone d'empathie égale centre non défini. Selon le langage du design humain, on capte et on amplifie des énergies ou des zones de perméabilité. Moi, j'aime bien utiliser aussi ce terme-là parce qu'on est perméable dans ces zones-là, donc du coup, on va forcément les capter, les amplifier. Mais en identifiant ces zones, ben, on pourra encore mieux s'en détacher. Ok? Ça permet de mieux nous comprendre et de réajuster nos comportements et actions. L'idée de fond et de base, de fond plutôt, c'est de se souvenir tout au long de ce podcast, c'est d'apprendre à devenir un miroir et non plus une éponge. Le miroir reflète, il ne prend pas pour lui. L'éponge absorbe complètement. Et souvent, quand on n'identifie pas, à mon sens clairement, ces fameuses zones d'empathie, ces fameuses zones de perméabilité, ben en fait, on est éponge parce que notre focus, il sait pas trop où aller. En tous les cas, personnellement, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je savais que je captais plein de choses et puis je pense que j'étais aussi pas mal dans mon conditionnement de projecteur autoprojeté parce que je suis projecteur autoprojeté dans mon schéma conscient et je me suis énormément identifiée à ce comportement, je pense, pendant longtemps. L'idée, c'est de voilà, apprendre à mieux comprendre pour s'en détacher. Donc, tout ça, comme je l'ai dit juste avant, a un lien avec les 9 centres. On va aller donc voir ça
un peu plus précisément pour que eh bien, tu puisses te retrouver selon tes centres définis ou non. Donc pour ça, tu as besoin d'avoir ta charte établie devant toi, si tu ne la connais pas par cœur, pour ceux qui savent. Sinon, pour ceux qui découvrent, tu peux avoir ta charte, mais il faudra aussi au moins le nom des centres associés, que tu saches à quel centre je fais référence. Ok. Sinon, c'est d'aller te renseigner sur un autre contenu qui pourra t'aiguiller dans ce sens-là, voire reprendre une analyse avec évidemment la personne que tu veux. Donc on va aller voir tous ces liens avec les 9 centres. On va d'abord parler du centre tête. Le centre coronal, celui qui est tout en haut. Ce centre tête, c'est le centre de la pression mentale, de la pression à penser. Dans son thème général, c'est ça. Quand il est non défini, parce qu'ici, on ne parlera que des centres non définis, parce que tu l'as compris, les zones d'empathie, c'est quand les centres ne sont pas définis. Un centre non défini va donc capter et amplifier l'énergie inhérente au centre en question. Un centre défini va davantage diffuser et exprimer le thème en question. Et j'ai précisé davantage. Ok ? Là, on va parler de tous ces centres quand ils sont non définis. Alors, le centre de tête, le centre de la pression mentale, de la charge mentale, de la pression à penser. Et je précise la pression à penser parce que, en termes de design humain, on a 2 formes de pression. On a 2 centres de pression. La pression à penser avec ce centre tête et la pression à faire avec le centre racine que on verra plus tard. Alors, avec ce centre tête non défini, c'est pas typiquement le centre avec le centre Ajna des TDAH, enfin les troubles de l'attention, etc., parce que ça n'est pas du tout mon domaine, vous m'excuserez. Mais ça facilite grandement. Voilà, là, ça facilite grandement, en gros, l'éparpillement. Un centre tête non défini va donc capter et amplifier les idées, la pression à penser, la charge mentale, la surcharge mentale de l'extérieur. Le stress mental, ok? Donc littéralement un centre tête non défini devant les infos de 20 heures. Mauvaise idée aussi, hein, vous voyez, c'est pas une bonne idée pour tout le monde, mais particulièrement pour vous, c'est pas ouf. Avec ce centre tête, il y a donc ce mode de fonctionnement de pensée, des pensées au pluriel, qui n'est pas fixe, et une façon de gérer la pression mentale qui n'est pas fixe et qui n'est pas constante. C'est-à-dire que avec ce potentiel-là non défini, tu n'es pas fait, tu n'es pas faite pour vivre la pression mentale sur le long terme. Disons que tu pourras la gérer sur un court terme parce que tu vas la capter, l'amplifier et très certainement il y aura de très belles choses qui vont en ressortir parce que des fois le coup de stress se permet de se dépasser. Mais sur le long terme, ça va être très usant. Ça va être typiquement en conséquence des personnes dont on dit qu'elles restent dans leur tête, qu'il n'y a pas de connexion au corps ou qu'il n'y en a pas forcément beaucoup, que le corps est un peu chanté, que tout le focus est dans la tête et que ça peut amener une forme de fébrilité, de stress un peu omniprésent, mais qui part surtout du mental. Ok ? Il y a une possible surcharge mentale si on ne se distancie pas de celle des autres. Alors ce centre tête, il va vraiment se dire est-ce que je dois répondre aux questions du monde entier, surtout celles qui ne me concernent pas. Donc encore une fois, quand on est devant les infos de 20 heures avec ce centre-là, ça peut donner, dans ce qu'on appelle le langage du non-soi, dans le fonctionnement incorrect, des personnes qui veulent trouver des solutions, sauver tout le monde, alors qu'elles ne sont même pas concernées et que c'est en dehors de leur champ de possible aussi, c'est une réalité. Donc ça peut amener en fait des questions incessantes sur des sujets qui ne les concernent pas, sur lesquels elles n'ont aucun pouvoir. Et qu'en plus de ça, ça maintient la pression à penser, la surcharge mentale par-dessus. Voilà, c'est pas ouf. Donc dans ce cas-là, on pourrait dire qu'on capte et qu'on amplifie la pression à penser du monde, des autres. Ce qui peut amener déjà beaucoup de poids dans une société très mentale, chez tout un chacun. Et perturber du coup, évidemment, je ne l'ai pas précisé, l'écoute de notre autorité intérieure et de notre stratégie. Passons au centre Ajna.
Le centre Ajna qui fait partie du duo du mental, qui est le centre de la conceptualisation des idées. En termes design humain, on met bien le distinguo entre la pression à penser et la capacité à mettre en ordre les idées, à les organiser, à les structurer. Ce centre-là, il est là pour ça. C'est quand même un centre de conscience qui est très lié aux anxiétés. Donc avec ce centre-là, on va capter et amplifier l'anxiété venant de l'extérieur. Et on peut aussi, bien entendu, rester coincé dedans parce que c'est une superbe fâcheuse tendance de l'homo sapiens occidental de rester là-dedans. On est bien d'accord? Je pense que je ne surprends personne en disant ça. Ce centre non défini amène quand même cette capacité à aborder des sujets sous une multitude d'angles de vue. C'est-à-dire que avec ce centre non défini, il ne serait pas correct, entre guillemets, de ne jamais changer d'avis. Disons que c'est un centre qui, moi j'aime bien l'expliquer comme ça dans mes analyses, c'est pour bien choquer tout le monde et que ça soit bien explicite, on peut être pour le FN un jour et le PS le lendemain. Voilà. En gros, c'est ça. Sans aucune honte, sans aucune gêne, sans aucun problème. Ok. C'est un centre qui est en mesure de changer d'avis. Ça n'est pas une un, deux, trois. Ça n'est pas une raison pour devenir une girouette. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais, en tous les cas, c'est un centre qui dit, eh bien, sur certaines choses, oui, j'ai des avis, et sur d'autres, je n'en ai pas. Alors, je sais aussi que la pression sociale est assez forte. Et on vit énormément dans une société, bon, moi, perso, je le ressens pas parce que maintenant, je m'en fous complet, qui ne supporte pas les personnes qui n'ont pas d'avis. Comment ça, tu n'as pas d'avis hein, ça peut paraître un peu, enfin, ça peut prendre des proportions, d'après ce que j'entends, dans certaines discussions sociales assez importantes. Et en fait, quel mal y a-t-il à ne pas avoir d'avis? Bon, je dis ça parce que je suis centragénale non définie, forcément. Vous vous en doutez bien. Mais avec ce centre-là, il est donc aussi possible d'avoir une forme de dispersion mentale, d'avoir peut-être un peu de mal à organiser ses pensées. Donc si vous avez un mental actif, ça peut vous aider quand même un petit peu. Il est possible que, avec ce centre non défini, on soit moins focus. D'où le fait que le centre tête combiné au centre ajna non défini, ça peut, c'est une possibilité, faciliter tout ce qui est trouble de l'attention. Parce qu'on est traversé, parce qu'on capte et qu'on amplifie en fait toutes les idées mentales, et Dieu sait qu'il y en a dans notre société, et du coup donner cet effet de dispersion, mais oui, oui, parce qu'on a du mal en fait à sectoriser et à mettre des barrières sur les pensées saines pour nous et celles qui ne nous servent pas du tout. C'est un fait. Avec ce centre-là, donc tu vas potentiellement capter, amplifier les idées, les avis, l'anxiété venant de l'extérieur. Ce qui n'est encore pas tout à fait pareil de la pression mentale à chercher à répondre à toutes tes questions. Ce centre ajna, aussi dans son nom soi, peut chercher à fixer des avis pour paraître moins stupide. Le centre ajna non défini, il a énormément peur de paraître stupide. Du coup, même s'il n'est pas du tout calibré pour ça, il va chercher à fixer des avis et à paraître sûr de lui, alors qu'il n'est pas fait pour ça. Donc autant dire, j'ai un avis, mais je ne suis pas tout à fait sûre, ou finalement, je n'ai pas d'avis sur la situation. Je vous assure, pour les agendas non définis, mais quelle relaxation c'est de pouvoir dire ça. Je n'ai pas d'avis sur la situation. Incroyable, la vérité. Hein. Unbelievable. Le centre-gorge, le carré juste en dessous. Ce centre-là, c'est le centre de la communication, de l'expression, de la manifestation. C'est le centre qui a le plus de portes, qui est quasiment relié à tous les centres en design humain, sauf les centres de pression. Parenthèse, du coup, on ne manifeste rien sous pression. Fin de la parenthèse, la punchline de l'année. Donc ce centre-gorge, quand il n'est pas défini, il va capter et amplifier l'identité vocale et expressive de l'entourage. C'est-à-dire que, en présence de centre-gorge défini, ce centre-gorge non défini, ce centre-gorge blanc va devenir un moulin à paroles. Ma meilleure amie, elle a ce centre-gorge non défini, et moi, oui. Et une fois, elle connaît un peu son design, une fois elle m'a dit: «Mais vraiment, je ne comprends pas, à chaque fois que je te vois, pendant les 2 premières heures, je suis un dégueulis à parole». Je dis: «Oui, c'est normal, donc je t'écoute et puis après ça se régule». C'est pour moi complètement lié
à ce centre-gorge non défini qu'elle a, en contact avec le mien, qui du coup la surexcite et du coup, peut-être qu'elle exprime des choses que moi je n'ai pas fait, c'est une réalité aussi, mais c'est un moulin à paroles. Souvent les centres-gorge non définis, ils ont cette capacité, moi je suis admirative, mais vraiment, à parler pendant des heures. Il y a d'autres personnes aussi qui sont capables de ça, des centres-gorge définis, mais ils sont plus rares. Mais les centres-gorge définis, vous avez toute ma considération par rapport à ça, c'est incroyable. Et moi j'aime bien vous écouter. Mais quand on est un moulin à paroles, c'est souvent qu'on a très peur du silence. C'est un centre non défini qui a extrêmement peur du silence. Donc là, on va capter, amplifier l'identité vocale expressive de l'entourage, devenir du coup un moulin à paroles et, entre guillemets, un petit peu entretenir potentiellement cette peur du silence, cette peur d'être oublié et ou invisible. Le centre-gorge non défini comble le 1, 2, 3, il comble le silence en parlant, en parlant. Et vu que il y a beaucoup il y a un bon pourcentage de la population qui a un centre-gorge défini. Les non définis, ils amplifient encore plus. Cela dit, il peut quand même s'épuiser à force de parler. Et là, ça pourrait être intéressant du coup d'identifier, est-ce que ce que je dis en fait, c'est nécessaire? Est-ce que je parle par peur? Est-ce que je parle par peur de l'oubli, de l'invisibilité, qu'on ne me voit pas? Il y a très peur de ne pas être vu, hein, le centre-gorge non défini. Et quelle énergie et identité vocale captes-tu? Souvent, les centres-gorge non définis, il y a des politiciens dedans, il y a des acteurs, parce qu'ils sont capables de mimer l'identité vocale d'un personnage. Ne rentrons pas dans le débat des politiciens, mais les acteurs, oui. Le centre G, le losange en dessous. Ce centre G, c'est le centre de l'identité, de l'amour de soi, de la direction. Avec un centre G non défini, vous allez donc capter et amplifier la direction, l'amour de soi et l'identité de l'autre. Souvent, on prend l'image du voyou, dans un groupe de voyous qui auraient tous un centre G défini. Celui qui a le centre G non défini pourrait, bien sûr on n'est pas allé tester sur le terrain évidemment, mais pourrait être le pire parce que il va capter l'identité du groupe en devenant le pire alors que peut-être dans son fort intérieur, c'est pas sa bonne direction à lui. Ok. Donc là aussi, est-ce que quand tu es en présence de quelqu'un, si tu as ce centre G non défini, est-ce que tu te scales à sa direction, à son identité? Est-ce que tu es réellement toi quand tu es en présence de quelqu'un? Alors, ça peut être quelque chose de assez anxiogène, hein, cette notion d'identité, parce que je sais que ma mère, elle a un centre G non défini, puis elle bug depuis un petit moment dessus. Elle me dit: «Mais comment je fais?» Du coup, elle met un focus assez fort dessus et des fois, elle a l'impression de ne pas savoir qui elle est. Alors, c'est possible aussi qu'il y ait des croyances de ce type, mais qui suis-je sans l'autre? Ça peut arriver aussi dans ce sens-là. Ou dans quelle direction je vais, ou est-ce que je dois absolument avoir quelqu'un à mes côtés pour aller dans la bonne direction? C'est possible que ça amène ce genre de questionnement. Et aussi et surtout, est-ce que je suis aimable comme je suis? C'est une question un peu redondante et qui peut être aussi très anxiogène et prendre énormément d'énergie, énormément d'argent dans des thérapies. Alors que la question: «Est-ce que je suis aimable?» devrait être, je pense que si beaucoup de personnes avec un centre G non défini, la l'intègreraient plus tôt, ça enlèverait beaucoup de comment dire? De mal-être. La question: «Est-ce que je suis aimable?» devrait être un non-sujet. Évidemment que tu es aimable tel que tu es parce que tu es largement suffisant et suffisante. Mais c'est une question du non-soi qui peut polluer énormément, énormément et fausser l'identité, fausser la confiance en soi, fausser l'estime de soi et cetera. Donc, si cette question, elle te revient souvent en tant que centre G non défini, eh bien, peut-être que tu peux te dire: «Est-ce que cette question est vraie ou est-ce que c'est mon non-soi qui parle?» et qui a besoin d'être rassuré, mais sur un point qui sera de toute façon inconstant, donc qui va fluctuer, qui va bouger au fur et à mesure, mais est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas forcément vrai, tu vois? Donc, avec ce centre G, il y a une forme d'identité qui n'est pas stable. Mais ça ne veut pas dire que tu n'en as pas. Ça veut dire juste qu'il y a une forme de fluctuation au niveau de ton identité et justement emprunter l'identité de
certaines personnes, eh bien, ça peut peut-être t'aider dans certains endroits, dans certains moments, dans certaines circonstances, dans certains contextes aussi. Mais d'apprendre à revenir surtout à toi, à ton énergie et qui es-tu vraiment sans la présence de l'autre. Donc là, c'est vraiment je capte l'identité, la direction et l'amour de soi de l'autre, mais ça ne devrait pas, idéalement, bien entendu, remettre en question ton propre amour de toi si tu n'es plus au contact d'un centre G défini. Et attention aussi à ne pas se fondre dans la direction et l'identité de l'autre, ça aussi c'est finalement un point important. Le centre du cœur égo, le petit triangle. Un des centres les plus difficiles à déconditionner, celui-là c'est le centre de l'estime de soi, de la motivation. Un centre assez compliqué qui peut amener pas mal de chamboulements aussi pour les personnes qui l'ont parce que c'est un centre qui peut être très sensible à la comparaison, au challenge, à la performance. C'est un centre qui va capter et amplifier en fait l'estime de soi de la personne en face, surtout si elle est cœur égo défini. Alors typiquement, c'est comme une personne qui va à une conférence de David Laroche ayant un cœur égo défini, qui se sent boosté à fond, incroyable, et en ressortant de la conférence, eh bien, il n'y a plus rien. Eh bien, c'est un petit peu ça. Disons que tu vas capter, amplifier l'estime de soi, la motivation, le challenge, la force de volonté de ces personnes-là, peut-être te fondre et te perdre dedans. Donc attention, parce que ça aussi, c'est vraiment ta voix. Et une fois que tu n'es plus en contact de ces personnes, eh bien, soit tu t'épuises, soit ça ne fait pas de sens, mais tu continues quand même parce que ben, quelle identité tu as mis derrière. Et en plus de ça, on vit dans une société très compétitive, très dans le résultat. Et ce centre-là, il ne devrait avoir rien à prouver. Donc attention, s'il y a quelque chose dans ta tête qui revient comme langage du non-soi qui te dit il faut que je prouve encore et encore à l'autre, tu peux te prouver à toi. Au final, on fonctionne tous comme ça. Hein. Sinon, voilà. C'est OK de se prouver à soi pour sa propre estime personnelle, mais si c'est pour chercher à prouver à l'autre, ça sera jamais suffisant, ça sera jamais bon pour toi en fait. Parce que chacun a un prisme de perception tellement différent que ça peut ne pas matcher pendant très longtemps. Donc ce centre du cœur égo, attention à la comparaison, attention aux notions trop compétitives, attention à tout ce qui est comparaison. Il souffre beaucoup, hein, le cœur égo non défini dans la comparaison. Et est-ce que tout ce que j'achète, c'est vraiment parce que j'en ai envie ou c'est pour me donner une valeur que je n'arrive pas à me donner autrement? Je ne vais pas remettre en cause évidemment toutes les personnes qui adorent s'acheter du luxe alors qu'elles n'en ont pas les moyens, mais c'est une question quand même pertinente, malgré tout. Encore une fois, chacun s'achète ce qu'il ou elle veut, mais est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Ça, c'est peut-être une question un peu plus intéressante à se poser. Donc, avec ce cœur égo, tu vas chercher à prouver. Attention, à ne pas t'épuiser là-dedans. Je dois prouver en travaillant beaucoup plus, je dois prouver en tenant des promesses, en faisant des promesses que je ne suis pas en mesure de tenir. Le cœur égo non défini n'est pas là pour faire des promesses. Tenir des promesses pourra t'épuiser, littéralement. Le centre sacral, le rond ou le carré vers le bas, selon les sites où tu fais tes chartes, c'est le centre de l'énergie vitale et sexuelle. Et là, immense débat. Parce qu'on entre dans la famille des êtres sacros et des êtres non sacros. Les êtres sacros sont les générateurs et générateurs manifesteurs, et les non sacros, projecteurs, réflecteurs et manifesteurs. En sachant que 70% environ de générateurs, générateurs manifesteurs, avec une norme évidemment mondiale sacrale, et 30% projecteurs, réflecteurs, manifesteurs. Donc, pour les non sacros ici, tu vis dans une norme sacrale qui est de faire pour faire. Alors attention, ça n'est pas du tout une critique, c'est un constat. Encore une fois, j'ai une super amie générateur manifesteur qui m'a dit il y a pas si longtemps, mais si je ne fais pas, c'est un énorme stress pour moi. Tout le monde n'est pas comme ça, bien évidemment, mais il y a cette notion d'épanouissement dans le faire. C'est OK. Il n'y a pas à tergiverser là-dedans. Le non sacral, non. Quand tu as ce centre non défini, tu vas donc capter et amplifier l'énergie de faire des êtres sacros. C'est-à-dire que en général, même si on ne peut pas établir des vérités absolues, en général, ça peut être des personnes efficaces au niveau du boulot. Parce que on va surfer sur la vague du faire, être hyper actif là-dedans, peut-être être plus rapide, plus précis, plus pointu, que sais-je, etc.
Mais en parallèle, être traité de paresseux parce que, bah, une fois qu'on a fait le taf, c'est fini. «Ah bon, comment ça tu fais pas?» «Ben, j'ai fini». «Bah oui, mais c'est pas normal que tu fini». Conditionnement super lourd. Donc, avec ce centre, il y a quand même un gros conditionnement autour de ça. Si je ne fais pas, je ne suis pas. Un conditionnement de fou. Ça, c'est un petit peu la norme de la société dans laquelle on vit, malheureusement. OK? Donc c'est apprendre à se détacher de ça et pour les êtres non sacros ici, tu vas avoir besoin de beaucoup plus de repos. Oui, ça va rentrer, ça va justifier que tu es un petit peu flemmard ou flemmasse, mais tu n'as pas les mêmes, tu joues pas avec les mêmes cartes. Ton énergie chez toi, elle est donc fluctuante, non stable, non constante. C'est tout, l'énergie de fer, hein, je parle. OK? Il est possible aussi d'aller un peu plus, même si j'ai pas envie de faire des conclusions hâtives comme ça, mais d'aller peut-être un peu plus vers le burn-out parce que, bah, ce sont des personnes avec ce centre sacral non défini qui vont faire pour faire et qui vont surtout ne pas savoir quand s'arrêter, quand assez est assez. Même si tu es épuisé, fatigué, ben, il y a le conditionnement sacral qui est là. Oui, je suis épuisé, mais il faut que je fasse ça et ça et ça et il faut que je fasse encore parce que sinon je ne suis personne et je ne suis pas productive et du coup je n'ai pas ma place dans la société. Conditionnement de fou, encore une fois. Donc, ce centre-là, il apprend à poser ses limites physiques et de mettre en avant le repos avant d'être fatigué. C'est-à-dire qu'avec un centre sacral non défini, l'idée c'est de ne pas se reposer quand tu es crevé, mais c'est peut-être apprendre à se reposer avant d'être crevé pour éviter d'être crevé, tu vois. C'est aussi la possibilité de capter et d'amplifier l'énergie sexuelle du ou de la partenaire. On va éviter de partir dans ce débat très long, parce que je ne l'ai tout simplement pas trop étudié, même si je sais qu'il est là. Mais c'est une possibilité. Je pose ça là. Le centre splénique. Un centre dont le thème, ce sont les peurs, le système immunitaire, la mémoire, l'intuition. Alors ce centre-là, moi mon centre splénique, il est ce qu'on appelle complètement ouvert. Je n'ai même pas de porte dormante à l'intérieur. C'est vraiment le centre qui va capter, amplifier les peurs. Et nous notons que on parle de peur, on parle d'anxiété et on parlera après de nervosité. Ce n'est pas la même chose dans les termes du design humain. Puis même si des mots existent différents, c'est que ce n'est pas la même chose. Donc ici, on est sur le centre qui va capter, amplifier les peurs. Information de 20h, bonjour. Voilà. C'est un centre qui peut aussi amener à avoir une santé un peu plus sensible aux traitements à la fois lourds et légers. En général, les centres spléniques non définis, ils peuvent se soigner avec des traitement un peu plus léger parce que le système immunitaire est un peu plus sensible. Donc c'est un centre à attention qui va capter, amplifier les peurs. Donc là, la question fondamentale, c'est est-ce que ces peurs m'appartiennent? Pour moi, il y a 2 poids, 2 mesures. Après, j'ai un centre splénique, complètement ouvert, donc c'est peut-être cette perception-là qui me l'amène. C'est soit on a peur de tout. Moi, je me souviens très bien des périodes de vie où j'avais peur d'avoir peur. Là, je me disais: «Ça va pas du tout là». Hein. Et en parallèle, j'ai pu aussi, partir dans la jungle toute seule, dans un endroit où il y avait des serpents qui pouvaient tomber des arbres et tout, arboricoles et tout. Aucune peur. Une notion un peu relative du potentiel danger. Très et toute seule, hein, dans un pays où ça captait pas, enfin bon bref, en direction d'une plage avec un sentier pas du tout balisé, enfin bon. Mais easy, voilà. Donc c'est un centre qui peut à la fois avoir une conscience hyper accrue des peurs, voire beaucoup trop, soit c'est abstrait. L'un dans l'autre, je ne sais pas ce qui est le mieux. Ah, par contre, c'est un centre aussi, avec un centre splénique non défini, qui s'accroche à tout ce qui est toxique. Alors tout, peut-être pas, mais au mauvais ou à la au mauvaise partenaire, au mauvais boulot, au mauvais environnement, etc. Parce que toutes ces choses-là amènent un semblant de sécurité. Sécurité relative parce que finalement ça en devient toxique. Donc c'est un centre, attention, qui va capter, amplifier les peurs et qui peut très facilement s'attacher à tout ce qui est toxique. Attention aux addictions. Je ne parle même pas des personnes qui fument ou qui ont des penchants pour des pratiques addictives. Attention, soyez vigilants. Parce que c'est, quand c'est scotché, hein, le splénique, hein. Le plexus solaire, le centre des émotions et du système nerveux. Je pense que j'ai tout résumé avec celui-là. Alors, là aussi, c'est le centre qui peut créer le plus de conflits dans les interactions.
Parce que le centre du plexus solaire non défini va, voilà, ici, clairement, littéralement, capter et amplifier les émotions, les sentiments de l'entourage. Là, on peut être sur la définition de l'empathie, entre guillemets, celle qu'on peut entendre dans le langage courant. Et c'est là que c'est compliqué, parce que le centre du plexus solaire non défini, c'est un lac et non pas un océan. Donc, bien entendu, il a des émotions, mais qui sont modérées, canalisées, qui ont une amplitude relative, versus océan, des plexus solaires définis, qui eux ont des creux de 10 mètres. Voilà. Et quand un plexus solaire, il rencontre un plexus... Alors, quand un plexus solaire non défini rencontre un plexus solaire défini, j'ai fait un podcast par-dessus, je ne vais pas y rester déplombe non plus, ça crée un choc des perceptions. C'est-à-dire que la perception de la vie pour ces deux personnes est fondamentalement différente. Et l'expression émotionnelle est très différente. Et ça peut générer pas mal de conflits et d'incompréhension dans les interactions. Le plexus solaire non défini, il va chercher à sauver. Il va chercher à sauver parce que ressentir ces émotions-là, c'est inconfortable. Il veut s'en sortir et il prend le rôle du sauveur ou de la sauveuse de la personne qui ressent les émotions. Conflit au bout, parce que ça marche pas comme ça. Donc, il peut se perdre dans les vagues émotionnelles de l'entourage. Donc là, l'expression devenir un miroir et non plus une éponge prend tout son sens. Le jour, en tant que plexus solaire non défini, tu seras en mesure de te sentir miroir et non pas éponge, ça va te changer la vie, je pense, littéralement. Parce que c'est épuisant. Et puis, capter, amplifier les émotions, tu vas les somatiser et ça va flinguer ton système nerveux. Voilà. Et ce centre-là, il est relié à ton système nerveux. Donc, il y a un programme aussi que j'ai fait complètement autour de ça, qui parle de la régulation du système nerveux grâce au design humain. Je ne vais pas, encore une fois, faire un pitch là-dessus. Mais pour moi, les plexus solaires non définis ont un système nerveux plus sensible et, de ce que j'ai observé, constaté, mériteraient éventuellement, et je précise éventuellement, de prendre un petit peu plus soin de leur système nerveux ou d'évacuer la tension et tout ce genre de nervosité un peu plus, je trouve. Parce que les plexus solaires définis, on est équipé pour... c'est pas le même support, voilà, c'est pas le même support, sans que ça soit mieux ou moins bien, c'est pas du tout ça. Mais justement, ça peut vous rendre, les plexus solaires non définis, des experts dans le système nerveux. Ne parlons même pas de Véronique Desnoyers, parce qu'on se connaît, et qui a un succès fou avec son programme sur réguler son système nerveux et les plexus solaires non définis. Voilà, rien de plus parfait dans l'expression de son design que ce programme-là. Voilà, c'est... On pour... Elle pouvait, j'allais dire, elle pouvait pas faire mieux. Peut-être, ou pas, mais voilà. Donc, le système nerveux est plus sensible et, encore une fois, mérite toute ton attention. Et on finit par le centre racine. Le centre, ce deuxième fameux centre de pression à faire, qui parle ici du stress physique, qui est aussi l'organe des hormones de stress. Donc, indirectement ou directement, ton système nerveux va être atteint si ce centre racine non défini est hyperstimulé. Moi, je suis issue d'une famille où tout le monde avait un centre racine défini et il n'y avait que moi qui ne l'avais pas. Et je me souviendrai toujours des dimanches là. Tu sais, les dimanches où on est un peu devant la télé, les enfants là. Et mon père, voilà, je sais pas pourquoi, les dimanches matins, certains dimanches matins, papa, branle-bas de combat, tout le monde nettoie la maison. Déjà, tu sais pas d'où ça vient. Tout le monde s'y met et moi, je me prenais des shoots d'adrénaline en mode, mais je fais quoi? Je comprends pas. Ah, j'ai vécu avec un bon petit code dans mon inconscient d'urgence. Là, on est content. Et quand on comprend que c'est pas du tout ça de démarrer quelque chose dans l'urgence quand on a ce centre-là de non défini, on est content d'avoir le detailing pour nous aider. Donc, ce centre-là, il va vraiment capter le stress physique, les environnements stressants. Ça peut être les environnements de bureau, de salle de trading, là, toutes ces choses comme ça, ou l'hôpital aussi. Enfin, il y a énormément d'environnements stressants physiquement. Ok, ce centre-là, il va être particulièrement sensible. Et quand on a ce centre-là de non défini, c'est possible que on puisse gérer une forme de pression mentale, si on a un centre tête défini, mais que le corps il soit nerveux, fébrile pendant longtemps après, s'il n'a pas évacué ce stress. Et ça, c'est assez polluant. C'est aussi un centre qui n'aime pas les to-do list pressurisantes. Faire les choses dans l'urgence, en général, ça n'aide pas. C'est pas cool du tout. Et attention, du coup, à identifier les émanations de stress dans l'entourage. Comment tu les reçois? Est-ce que c'est ça? Et après, est-ce que tu peux surfer dessus ou est-ce que tu peux t'en détacher? Parce que ça, c'est vraiment quand on a un centre de pression non défini dans son schéma,
que ça soit tête ou racine, moi ce que j'ai observé, s'il est incorrectement stimulé, ça flingue tout le fonctionnement de ton schéma. Tu écoutes plus ton autorité, tu peux plus entendre ta stratégie, enfin du moins tu peux plus l'appliquer. Tu es dans un état presque de survie si c'est pas canalisé, si c'est pas évacué. Moi personnellement, c'est ce que j'observe. C'est ce que j'ai observé et chez moi et chez d'autres personnes. Deux poids, deux mesures, tout le monde ne réagit pas pareil. Mais ces centres-là, tête et racine, devraient être aussi vraiment pris en compte pour l'empathie, en fait, hein. Littéralement, si tu as ces 2 centres-là, ben, sois vraiment vigilante à toute la pression à penser, toute la pression à faire que tu peux recevoir et à quel point ça peut te déréguler dans ton fonctionnement. OK? Donc ce centre racine, il va se dire de démarrer tout en urgence, de tout faire vite, alors que vraiment la clé ici, c'est de démarrer des choses à partir d'un état de calme et non pas de stress, non pas d'urgence. OK? Bon, on a fini ce long podcast. Je pensais pas que ça durerait aussi longtemps, mais finalement, j'ai toujours des choses à dire. Merci de ton écoute. J'espère que ça pourra t'aider dans ton observation de toi-même, dans ton fonctionnement et surtout permettre de mettre de la, du discernement dans tes interactions. Peut-être d'observer et de constater quels sont les centres définis ou non de ton entourage et comment vous influencez. Ça peut être très intéressant aussi, surtout comment tu les vis à l'intérieur de toi. Sur ce, bah écoute, je te dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté et au prochain podcast absolument fascinant.